Salut mon ami. De quel coin sombre de Paris, de Marseille ou d'ailleurs en France oses-tu regarder ça? Indique ta ville en commentaire et abonne-toi, car la vérité que nous allons découvrir aujourd'hui a été brûlée dans les archives de Versailles. Nous sommes en 1788. Saint-Domingue, la colonie la plus riche et la plus cruelle de France. Et au cœur de tout cela, un secret bien vivant, un esclave hermaphrodite. Un être qui ne devrait pas exister sous le code noir, déchiré entre les désirs malsains du maître de maison et la solitude désespérée de sa femme. Que s'est-il passé là-bas? Restez avec moi, car ceci est la vérité. Pour comprendre le drame, il faut rencontrer les acteurs de cet enfer. D'abord, le fier planteur, Monsieur Henri Leclerc. Homme corpulent, perruque poudrée, il citait Voltaire sur le balcon et commandait des coups de fouet avant le petit déjeuner. Son désir, le contrôle absolu. Deuxièmement, l'épouse oubliée, Madame Élise Leclerc, une beauté parisienne aux courbes généreuses, désormais flétrie par la chaleur des Caraïbes, invisible aux yeux de son mari. Son désir, être vue. Et puis, le catalyseur, l'esclave connu sous le nom d'Alexandre. Acheté lors d'une vente aux enchères exotique à Brest, Henri l'acquit comme un trophée, une curiosité destinée à choquer ses rivaux. Mais la curiosité d'Henri se transforma en obsession. Il voyait en Alexandre la fusion du masculin et du féminin, ce qui alimenta son désir malsain de domination totale. Le conflit couvait, la tension monta. Henri, dans son arrogance, se méfia de sa femme, Élise. Il la voyait dépérir de solitude et, paranoïaque, il la croyait convoitée. Ici, Hitchcock nous balancerait une bombe sous la table. Le public sait que la tension tourne autour d'Alexandre, mais les personnages ignorent encore comment elle va exploser. Henri moqueur. Mon amour, tu as l'air de t'ennuyer. Tu as besoin de divertissement. Il appelle Alexandre. Et là, l'humiliation ultime. Henri. Conduisez Alexandre dans vos appartements. Il vous servira ce soir. Je veux que vous voyiez ce que je possède. Il ne lui offrait pas de plaisir. Il la jetait en prison avec son obsession, la forçant à affronter le secret d'Alexandre. Il voulait les briser tous les deux. C'était l'hameçon qui allait changer le destin de la plantation. Henri s'attendait à des larmes. Il s'attendait à de la révulsion. Mais dans le silence de la pièce, un événement inattendu se produisit. L'identification. Élise ne voyait ni un monstre ni un trophée. Elle voyait une âme prisonnière, tout comme elle. Un être défini par un corps qui ne correspondait ni aux règles de Versailles, ni à celles du quartier des esclaves. Élise, susurrando. Il nous voit comme des choses. Elle nous vient como quasas. Alexandre, répondant pour la première fois. Je ne suis pas une chose. Et vous non plus, madame. Cette nuit-là, le suspense changea. L'alliance était forgée. Ce n'était pas une question de désir comme Henri l'avait craint. C'était une question de survie. Ils partageaient des secrets. Élise, sa solitude parisienne. Alexandre, sa vie avant sa capture. Le plan commença à se dévoiler. Que feriez-vous si votre oppresseur vous donnait sans le savoir la clé de votre liberté? Partagez votre stratégie. Cette nuit-là, le suspense bascula. L'alliance était forgée. Ce n'était pas une question de désir, comme Henri l'avait craint. C'était une question de survie. Ils partageaient des secrets. Élise, sa solitude parisienne. Alexandre, sa vie avant sa capture. Le plan commença à prendre forme. Chaque jour qui passait, sous l'œil vigilant d'Henri, la complicité entre Élise et Alexandre grandissait, tissée de regards furtifs et de murmures furtifs. La plantation, autrefois théâtre de la tyrannie de Monsieur Leclerc, se transforma peu à peu en un chaudron de complot. Élise, qui avait auparavant ressenti la chaleur caribéenne comme une prison, la voyait désormais comme la vapeur qui pouvait dissimuler ses pas. Alexandre, avec la dignité qu'Henri s'efforçait de briser, transmettait des informations sur les déplacements du maître, les réserves de Rome et les voies d'évasion. Le épouse oublié et l'esclave trophée étaient désormais les rouages silencieux d'une machine de libération que le fier planteur n'aurait jamais pu imaginer. À chaque repas servi, à chaque verre de rhum offert, la tension montait, un fil invisible tendu jusqu'à sa limite, attendant le moment propice pour se rompre. La façade de normalité du manoir
était un fragile déguisement pour la révolution qui couvait en lui, nourrie de douleur et d'espoir. Que feriez-vous si votre oppresseur vous donnait sans le savoir la clé de votre liberté? Partagez votre stratégie. La tension monta comme une fièvre. Henri, sentant son emprise s'évanouir, perçut un subtil changement dans l'air, le silence pesant d'Élise, la morgue voilée d'Alexandre. Sa paranoïa déjà exacerbée se transforma en une sombre certitude que quelque chose clochait. Il ne pouvait le nommer, mais le désir de contrôle absolu qui le caractérisait exigeait une réponse brutale. La solution d'Henri, comme toujours, fut de réaffirmer sa domination de manière plus impitoyable. Il décida de vendre Alexandre. L'esclave qu'il considérait comme un trophée, une curiosité destinée à choquer, allait désormais devenir un exemple, une leçon pour tous les habitants de son domaine. L'enjeu était de taille. La nouvelle de la vente imminente se répandit dans la plantation comme une traînée de poudre, frappant Élise comme un coup de poing au ventre. Le plan, encore en gestation, menaçait de s'effondrer avant même d'avoir vu le jour. Le temps pressait. Désespérée, Élise use de sa seule liberté. Elle fuit le manoir la nuit, sous le couvert de l'obscurité et du bourdonnement insistant des moustiques, pour retrouver Tante Rose, la mère vaudou du quartier des esclaves. La peur la tenaillait, mais sa détermination était plus forte. Elle implora de l'aide, du poison, tout ce qui pourrait briser les chaînes qui liaient Alexandre et, par extension, elle-même. Tante Rose, avec son regard sage et profond, écoutait l'angoisse de Madame, ressentant le poids de l'histoire et de l'oppression accumulée sur ses terres. Et voici le rebondissement de l'intrigue. Tante Rose, vous demandez du poison au maître, mais vous ne comprenez pas le pouvoir qu'il a enfermé dans sa chambre. La vérité du titre est révélée. Tante Rose explique qu'en Afrique, les êtres comme Alexandre n'étaient ni des aberrations, ni des curiosités à exposer ou à vendre. Ils étaient sacrés, messagers d'Eloa, divinités bigenres comme Mawulisa, qui personnifiaient la dualité de la création, la fusion du masculin et du féminin comme source de pouvoir et de sagesse. Alexandre n'était pas une chose à posséder, mais un lien vivant avec le monde des esprits, un canal de forces anciennes et puissantes qu'Henri, dans son arrogance européenne, ne put jamais comprendre. Tante Rose, ce n'est pas un esclave hermaphrodite, c'est un oracle, et les esprits sont en colère. Le retournement de situation remet tout en contexte. Alexandre n'était pas une victime faible, vouée à la destruction. Il était un symbole de puissance spirituelle, une flamme endormie attendant l'étincelle propice à une révolution. La fragilité perçue par Henri était en réalité une force latente, un lien avec quelque chose de bien plus grand que n'importe quel fouet ou arme. L'humiliation infligée par le planteur à Alexandre et à Élise ne fit qu'éveiller cette force, harmonisant les destins d'un oracle emprisonné et d'une épouse oubliée avec le cri ancestral de justice. La vente imminente d'Alexandre ne serait pas sa fin, mais le catalyseur de l'éveil d'une fureur divine et humaine. Le point culminant, la nuit de la prétendue vente d'Alexandre. Le manoir est rempli de planteurs rivaux, de seigneurs d'autres domaines, tous venus assister au spectacle de la soumission et du pouvoir de M. Henri Leclerc. Il est prêt à étaler sa puissance, à montrer que nul ne défie son autorité impunément. L'air est lourd de parfums de rhum et de cigares coûteux, et l'atmosphère est un mélange d'excitation et de tension. Mais dehors, les tambours vaudous, qu'Henri avait toujours considérés comme une simple superstition parmi ses esclaves, battaient plus fort, avec un rythme ancien et insistant, un présage que seuls ceux qui avaient des oreilles pour entendre pouvaient discerner. Les rumeurs d'une révolte à Boukman résonnaient dans toute la colonie, murmures de liberté qui s'étaient répandus comme une traînée de poudre, et semblaient désormais concentrés sur la plantation Leclerc. Quand Henri, avec un sourire cruel et arrogant, ordonne à Alexandre de se présenter aux acheteurs, d'exposer sa singularité à l'examen et à la dérision des autres seigneurs, Alexandre refuse. Pour la première fois, la voix de l'oracle s'élève, non pas en signe de soumission mais de défi. Alexandre. Non! Au moment où Henri, choqué et furieux, lève le fouet, l'expression crispée par la fureur, Tante Rose, dehors, donne le signal. Les torches sont allumées, non seulement entre les mains des rebelles, mais au cœur de la révolte. La plantation, imprégnée de rhum, s'embrase,
Un brasier de feu et de fumée qui consume les structures de l'oppression. C'est le chaos. Des cris de panique se mêlent à la mélodie frénétique des valses françaises, désormais couvertes par le grondement triomphal des tambours de guerre. Henri, aveuglé par la fureur et le désespoir, voit Élise et Alexandre courir ensemble vers les champs de canne à sucre, leurs silhouettes disparaissant dans la fumée et l'obscurité. Il les poursuit dans les mangroves, pistolet au poing, l'obsession le consumant jusqu'à la dernière once de raison. Henri, si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura, mais des ténèbres surgissent des mains. Les marrons, esclaves fugitifs, alertés par Tante Rose et l'appel des tambours, surgissent de la nuit, ombre vengeresse. Henri, le maître de tous, le tyran qui croyait posséder la vie, est consumé par la révolte qu'il a lui-même allumée, englouti par la vague de liberté qu'il a tenté d'étouffer. L'odeur de la poudre et du rhum brûlé montait jusqu'aux cieux, se mêlant aux cris d'agonie d'Henri et à la clameur triomphante des tambours. La plantation Leclerc, symbole de siècles d'oppression, brûlait, tel un phare de rébellion dans l'obscurité de la nuit caribéenne. Élise et Alexandre, guidés par la main ferme des marrons, s'enfuirent, non pas loin, mais à l'intérieur, dans la forêt dense, vers une liberté nouvelle et incertaine. L'adrénaline montait, mais le soulagement était un souffle froid dans la chaleur infernale qu'ils quittaient. La forêt était un labyrinthe de racines tortueuses et de feuillages impénétrables, contrastant fortement avec les salles polies et les jardins impeccables du manoir. Élise, autrefois parisienne, qui ne se déplaçait même pas sans voiture, trébuchait maintenant sur les vignes et les branches, ses vêtements se déchirant, sa peau écorchée. Mais il n'y avait pas de temps pour pleurer la perte de la soie ou le confort du lin. Le bruit lointain des coups de feu et les aboiements des chiens de chasse français rappelaient constamment la poursuite imminente. Les marrons, forts de leur familiarité ancestrale avec la terre, se déplaçaient comme des ombres, leurs pas silencieux, leurs yeux scrutant chaque buisson. Tante Rose, bien qu'absente lors de la fuite, avait préparé le terrain, diffusant connaissances et contacts parmi les affranchis. Alexandre, de son côté, sentait le poids d'un nouveau but. L'humiliation et la peur qui l'avaient si longtemps tourmenté commençaient à se dissiper, remplacés par un étrange sentiment de pouvoir. Les mots de Tante Rose résonnaient dans son esprit. C'est un oracle, et les esprits sont en colère. Cette nuit-là, il n'était plus un trophée, ni un secret honteux. Il était un guide, un lien, et la forêt semblait répondre à sa présence, offrant des chemins là où il n'y avait auparavant que des barrières. Il tendit la main à Élise, non par soumission, mais par une camaraderie forgée dans la douleur et l'espoir partagé. Élise voit rauque. Il n'y a pas de retour en arrière, pas à ce que nous étions. Alexander regardant dans l'obscurité. Non, maintenant nous sommes ce que nous devons être. Le voyage à travers les montagnes fut brutal. La faim, la soif, la peur constante d'être découvert. Mais à chaque pas, Élise et Alexandre se transformaient. Elle apprit à chasser le petit gibier, à identifier les herbes comestibles et à soigner les blessures grâce à la sagesse transmise par les marrons. Ses mains, autrefois délicates, étaient calleuses à force de survivre. Lui, à son tour, commença à communiquer avec les autres marrons d'une manière indicible, une compréhension mutuelle transcendant le statut d'esclave. Il ne le voyait pas seulement comme un fugitif, mais comme quelqu'un d'autre, quelqu'un de béni, comme Tante Rose l'avait prédit. La colonie française, avec ses lois et sa cruauté, ressemblait à un cauchemar lointain. Les montagnes, bien que dangereuses, offraient une sorte de sanctuaire, un refuge où les règles de Versailles n'avaient aucun pouvoir. Là, parmi les rebelles, le corps d'Alexandre n'était pas une aberration, mais une manifestation divine. Sa dualité, qui avait tant alimenté l'obsession malsaine d'Henri, était désormais un symbole de force, de connexion à Maoulisa, la divinité bigenre qui représentait la totalité de la création. Le épouse oublié et l'esclave hermaphrodite devenaient Élise, la guérisseuse et la stratège, et Alexandre, l'oracle et le meneur. Ils n'étaient plus définis par les désirs d'un maître, ni par les règles d'une société oppressive. Ils forgeaient à leurs propres identités, leurs propres règles, au cœur de la révolution qui s'étendait sur les montagnes de Saint-Domingue. La liberté, qui semblait un rêve lointain, était désormais un cheminement quotidien,
un combat constant, mais pour la première fois, un combat qu'ils menaient pour eux-mêmes. Le feu de la plantation Leclerc s'était éteint, mais l'étincelle qu'il avait allumée continuait de brûler, nourrissant un nouvel espoir. Les jours s'écoulèrent à un rythme effréné et impitoyable, dicté par la nature et la menace coloniale constante. Au cœur des montagnes, loin du regard vigilant des Français, Élise et Alexandre trouvèrent un nouveau foyer, une communauté de marrons qui les accueillit non pas avec suspicion, mais avec une curiosité respectueuse, surtout envers Alexandre. La prophétie de Tante Rose était arrivée avant eux, murmurée par les vents et les rivières. Un oracle, messager d'Eloa, s'était éveillé et avait rejoint leur cause. Élise, l'épouse oubliée, était désormais Madame la guérisseuse, pour certains, sœur pour d'autres. Ses mains, autrefois ornées de bagues et de gants, étaient désormais teintes de terre et de suc d'herbes médicinales. Elle apprit des femmes plus âgées les secrets de la forêt, les propriétés des plantes qui pouvaient guérir les fièvres ou arrêter les saignements, et comment préparer des potions pour conjurer le mauvais œil. Son intelligence vive, auparavant gaspillée dans les dîners d'étiquette et les bagatelles parisiennes, trouva une nouvelle utilité dans l'organisation du camp, la distribution du ravitaillement et le déchiffrement des messages codés provenant des camps voisins, des bribes d'informations sur les mouvements des troupes françaises ou l'arrivée de nouveaux navires négriers. Elle ne parlait plus de Voltaire, mais de stratégie de guérilla et de voies d'évasion. Alexandre, quant à lui, s'imposait comme le cœur spirituel de la communauté. Son corps, source de honte et d'obsession dans la société coloniale, était ici un phare. Les récits de Maoulisa, la divinité bigenre, résonnaient avec sa propre existence, et il devint le point de connexion entre les mondes matériels et spirituels. Les soirs de nouvelle lune, autour de feux crépitants, Alexandre s'asseyait avec les anciens, interprétant rêves et présages, guidant les décisions de la communauté avec une sagesse qui semblait transcender son âge. Les yeux qu'Henri avait perçus comme un trophée exotique étaient désormais perçus comme des fenêtres pour le Loa, capables de discerner la vérité cachée sous les voiles de l'avenir. La transformation d'Alexandre n'était pas seulement spirituelle, c'était aussi une question de leadership concret. Il comprenait intimement les nuances de l'oppression française, et sa capacité à évoluer entre les mondes, les quartiers d'esclaves, le manoir et l'esprit, faisait de lui un conseiller précieux. Il savait où les colons étaient les plus vulnérables, quels itinéraires de patrouille ils évitaient, et comment la psychologie de la peur agissait chez leurs anciens oppresseurs. L'étincelle qu'il représentait devenait un brasier, non seulement sur la plantation Leclerc, mais dans le cœur de tous ceux qui aspiraient à la liberté. L'alliance entre Élise et Alexandre se renforça. Ce n'était pas l'alliance désespérée de deux victimes prises au piège, mais le partenariat de deux leaders émergents, chacun complétant les forces de l'autre. Ils passèrent des heures à discuter de plans, à échanger des informations, à élaborer une stratégie commune pour la révolte qu'ils savaient inévitable. Élise apportait la logique et la connaissance du monde européen. Alexandre le lien profond avec la terre, les esprits et l'âme de Saint-Domingue. La solitude qui les avait réunis au manoir s'était transformée en un objectif commun, une résilience qui les rendait plus forts que n'importe quelle armée coloniale. Mais la vie en montagne n'était pas un paradis idyllique. Le danger rôdait dans chaque ombre. Des patrouilles françaises, avec leurs chiens renifleurs et leurs mousquets, ratissèrent les forêts, déterminées à écraser tout signe de rébellion. La faim était un compagnon constant, et la maladie, sans accès aux médicaments européens, représentait une menace sérieuse. Chaque aube était une victoire, chaque coucher de soleil la promesse incertaine d'un nouveau jour. La Révolution ne fut pas un événement isolé, mais une interminable série de petites batailles pour la survie et la dignité. Ils étaient les échos d'une vérité que Versailles tentait de brûler. La vérité que la liberté était inébranlable, que la dignité humaine était inaliénable, et que le pouvoir de la foi et de l'unité pouvait renverser des empires. La plantation Leclerc n'était qu'un début. L'incendie qui consuma ses murs de pierre et ses champs de canne à sucre annonçait le plus grand incendie à venir, un incendie qui allait balayer l'île, réécrivant l'histoire avec le sang et la sueur de ceux qui refusaient d'être des choses. La révolution de Saint-Domingue, qui culminait avec la création d'Haïti, n'était pas seulement une lutte pour l'indépendance politique,
mais une bataille pour l'âme, une réaffirmation du pouvoir ancestral et d'une identité volée. Et au cœur de cette tempête, Élise et Alexandre, le Parisien et l'Oracle, étaient des prêts à affronter ensemble tout ce qui se présenterait. L'odeur de la poudre et du rhum brûlé montait jusqu'aux cieux, se mêlant aux cris d'agonie d'Henri et à la clameur triomphante des tambours. La plantation Leclerc, symbole de siècles d'oppression, brûlait, tel un phare de rébellion dans l'obscurité de la nuit caribéenne. Élise et Alexandre, guidés par la main ferme des marrons, s'enfuirent. Non pas loin, mais à l'intérieur, dans la forêt dense vers une liberté nouvelle et incertaine. L'adrénaline montait, mais le soulagement était un souffle froid dans la chaleur infernale qu'ils quittaient. La forêt était un labyrinthe de racines tortueuses et de feuillages impénétrables, contrastant fortement avec les salles polies et les jardins impeccables du manoir. Élise, autrefois parisienne qui ne se déplaçait même pas sans voiture, trébuchait maintenant sur les vignes et les branches, ses vêtements se déchirant, sa peau écorchée. Mais il n'y avait pas de temps pour pleurer la perte de la soie ou le confort du lin. Le bruit lointain des coups de feu et les aboiements des chiens de chasse français rappelaient constamment la poursuite imminente. Les marrons, forts de leur familiarité ancestrale avec la terre, se déplaçaient comme des ombres, leurs pas silencieux, leurs yeux scrutant chaque buisson. Tante Rose, bien qu'absente lors de la fuite, avait préparé le terrain, diffusant connaissances et contacts parmi les affranchis. Alexandre, de son côté, sentait le poids d'un nouveau but. L'humiliation et la peur qui l'avaient si longtemps tourmenté commençaient à se dissiper, remplacés par un étrange sentiment de pouvoir. Les mots de Tante Rose résonnaient dans son esprit. « C'est un oracle, et les esprits sont en colère. » Cette nuit-là, il n'était plus un trophée, ni un secret honteux. Il était un guide, un lien, et la forêt semblait répondre à sa présence, offrant des chemins là où il n'y avait auparavant que des barrières. Il tendit la main à Élise, non par soumission, mais par une camaraderie forgée dans la douleur et l'espoir partagé. Élise, voix rauque. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas à ce que nous étions, Alexander regardant dans l'obscurité. Non, maintenant nous sommes ce que nous devons être. Le voyage à travers les montagnes fut brutal. La faim, la soif, la peur constante d'être découvert. Mais à chaque pas, Élise et Alexandre se transformaient. Elle apprit à chasser le petit gibier, à identifier les herbes comestibles et à soigner les blessures grâce à la sagesse transmise par les marrons. Ses mains, autrefois délicates, étaient calleuses à force de survivre. Lui, à son tour, commença à communiquer avec les autres marrons d'une manière indicible, une compréhension mutuelle transcendant le statut de esclave. Il ne le voyait pas seulement comme un fugitif, mais comme quelqu'un d'autre, quelqu'un de béni, comme Tante Rose l'avait prédit. La colonie française, avec ses lois et sa cruauté, ressemblait à un cauchemar lointain. Les montagnes, bien que dangereuses, offraient une sorte de sanctuaire, un refuge où les règles de Versailles n'avaient aucun pouvoir. Là, parmi les rebelles, le corps d'Alexandre n'était pas une aberration, mais une manifestation divine. Sa dualité, qui avait tant alimenté l'obsession malsaine d'Henri, était désormais un symbole de force, de connexion à Maou-Lisa, la divinité bigenre qui représentait la totalité de la création. Les épouses oubliées et l'esclave hermaphrodite devenaient Élise, la guérisseuse et la stratège, et Alexandre, l'oracle et le meneur. Ils n'étaient plus définis par les désirs d'un maître ni par les règles d'une société oppressive. Ils forgeaient leurs propres identités, leurs propres règles, au cœur de la révolution qui s'étendait sur les montagnes de Saint-Domingue. La liberté, qui semblait un rêve lointain, était désormais un cheminement quotidien, un combat constant, mais pour la première fois, un combat qu'ils menaient pour eux-mêmes. Le feu de la plantation Leclerc s'était éteint, mais l'étincelle qu'il avait allumée continuait de brûler, nourrissant un nouvel espoir. Les jours s'écoulèrent à un rythme effréné et impitoyable, dicté par la nature et la menace coloniale constante. Au cœur des montagnes, loin du regard vigilant des Français, Élise et Alexandre trouvèrent un nouveau foyer, une communauté de marrons qui les accueillit non pas avec suspicion, mais avec une curiosité respectueuse, surtout envers Alexandre. La prophétie de Tante Rose était arrivée avant eux, murmurée par les vents et les rivières.
Un oracle, messager des Loa, s'était éveillé et avait rejoint leur cause. Élise, le épouse oubliée, était désormais Madame la guérisseuse pour certains, sœur pour d'autres. Ses mains, autrefois ornées de bagues et de gants, étaient désormais teintes de terre et de suc d'herbe médicinale. Elle apprit des femmes plus âgées les secrets de la forêt, les propriétés des plantes qui pouvaient guérir les fièvres ou arrêter les saignements, et comment préparer des potions pour conjurer le mauvais œil. Son intelligence vive, auparavant gaspillée dans les dîners d'étiquette et les bagatelles parisiennes, trouva une nouvelle utilité dans l'organisation du camp, la distribution du ravitaillement et le déchiffrement des messages codés provenant des camps voisins, des bribes d'informations sur les mouvements des troupes françaises ou l'arrivée de nouveaux navires négriers. Elle ne parlait plus de Voltaire, mais de stratégie de guérilla et de voies d'évasion. Alexandre, quant à lui, s'imposait comme le cœur spirituel de la communauté. Son corps, source de honte et d'obsession dans la société coloniale, était ici un phare. Les récits de Maoulisa, la divinité bigenre, résonnaient avec sa propre existence, et il devint le point de connexion entre les mondes matériels et spirituels. Les soirs de nouvelle lune, autour de feux crépitants, Alexandre s'asseyait avec les anciens, interprétant rêves et présages, guidant les décisions de la communauté, avec une sagesse qui semblait transcender son âge. Les yeux qu'Henri avait perçus comme un trophée exotique étaient désormais perçus comme des fenêtres pour le Loa, capables de discerner la vérité cachée sous les voiles de l'avenir. La transformation d'Alexandre n'était pas seulement spirituelle, c'était aussi une question de leadership concret. Il comprenait intimement les nuances de l'oppression française et sa capacité à évoluer entre les mondes, les quartiers d'esclaves, le manoir et l'esprit, faisait de lui un conseiller précieux. Il savait où les colons étaient les plus vulnérables, quels itinéraires de patrouille ils évitaient et comment la psychologie de la peur agissait chez leurs anciens oppresseurs. L'étincelle qu'il représentait devenait un brasier, non seulement sur la plantation Leclerc, mais dans le cœur de tous ceux qui aspiraient à la liberté. L'alliance entre Élise et Alexandre se renforça. Ce n'était pas l'alliance désespérée de deux victimes prises au piège, mais le partenariat de deux leaders émergents, chacun complétant les forces de l'autre. Ils passèrent des heures à discuter de plans, à échanger des informations, à élaborer une stratégie commune pour la révolte qu'ils savaient inévitable. Élise apportait la logique et la connaissance du monde européen. Alexandre le lien profond avec la terre, les esprits et l'âme de Saint-Domingue. La solitude qui les avait réunis au manoir s'était transformée en un objectif commun, une résilience qui les rendait plus forts que n'importe quelle armée coloniale. Mais la vie en montagne n'était pas un paradis idyllique. Le danger rôdait dans chaque ombre. Des patrouilles françaises, avec leurs chiens renifleurs et leurs mousquets, ratissèrent les forêts, déterminées à écraser tout signe de rébellion. La faim était un compagnon constant, et la maladie, sans accès aux médicaments européens, représentait une menace sérieuse. Chaque aube était une victoire, chaque coucher de soleil la promesse incertaine d'un nouveau jour. La Révolution ne fut pas un événement isolé, mais une interminable série de petites batailles pour la survie et la dignité. Ils étaient les échos d'une vérité que Versailles tentait de brûler, celle que la liberté était inébranlable, que la dignité humaine était inaliénable, et que le pouvoir de la foi et de l'unité pouvait renverser des empires. La plantation Leclerc n'était qu'un début. L'incendie qui consuma ses murs de pierre et ses champs de canne à sucre annonçait le plus grand embrasement à venir, un embrasement qui allait balayer l'île, réécrivant l'histoire avec le sang et la sueur de ceux qui refusaient d'être des choses. La révolution de Saint-Domingue, qui culminait avec la création d'Haïti, n'était pas seulement une lutte pour l'indépendance politique, mais une bataille pour l'âme, une réaffirmation du pouvoir ancestral et d'une identité volée. Et au cœur de cette tempête, Élise et Alexandre, le Parisien et l'Oracle, étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui se présenterait. Le mouvement de résistance, auparavant fragmenté en petites cellules de fugitifs, commença à se consolider, porté par la légende de l'Oracle et la ruse du guérisseur. Des messagers risquèrent leur vie pour apporter nouvelles et espoirs aux autres communautés marronnes, diffusant le récit des événements de la plantation Leclerc, une histoire qui devint un hymne à la rébellion. Le nom d'Alexandre était murmuré avec révérence,
et celui d'Élise avec un respect grandissant. Ils n'étaient pas seulement des chefs, ils étaient les symboles vivants de la promesse d'un avenir libre. Mais le prix de la liberté était élevé, et les Français, avec leurs flottes et leurs armées, n'abandonneraient pas facilement leur joyau le plus précieux des Caraïbes. La guerre ne faisait que commencer. Le mouvement de résistance, auparavant fragmenté en petites cellules de fugitifs, commença à se consolider, porté par la légende de l'oracle et la ruse du guérisseur. Des messagers risquèrent leur vie pour apporter nouvelles et espoir aux autres communautés marronnes, propageant le récit des événements de la plantation Leclerc, une histoire qui devint un hymne à la rébellion. Le nom d'Alexandre était murmuré avec révérence, et celui d'Élise avec un respect croissant. Ils n'étaient pas seulement des chefs, ils étaient les symboles vivants de la promesse d'un avenir libre. Mais le prix de la liberté était élevé, et les Français, avec leurs flottes et leurs armées, n'abandonneraient pas facilement leur joyau le plus précieux des Caraïbes. La guerre ne faisait que commencer. La nouvelle de la chute de la plantation Leclerc et de la disparition de son maître tyrannique résonna à Saint-Domingue, tel un tonnerre lointain, annonciateur d'une tempête. Pour les colons français, ce fut un acte de barbarie, une atteinte directe à l'ordre et à la propriété. Pour les marrons et les esclaves des plantations voisines, ce fut une lueur d'espoir, la confirmation que les esprits étaient bel et bien en colère et que la libération était possible. La figure d'Alexandre, l'esclave qui refusa d'être vendu et qui fut le pilier de la révolte, prit des proportions mythiques. Il n'était plus seulement l'hermaphrodite, mais l'oracle de la liberté, un messager divin qui canalisait la fureur ancestrale de Maou-Lisa. Élise, quant à elle, trouva dans ses salons parisiens une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Sa connaissance de la langue et des coutumes françaises, autrefois un fardeau hérité de sa vie antérieure, devint un atout précieux. Elle intercepta et déchiffra les messages des patrouilleurs, comprit les tactiques militaires des colons, et utilisa sa perspicacité pour planifier des embuscades et des voies de fuite. Soies et parfums furent échangés contre des vêtements rustiques, mais son esprit resta vif, s'adaptant avec une rapidité surprenante à la réalité brutale de la guérilla. Elle n'était pas seulement une guérisseuse, c'était une stratège, une voix de la raison et de l'intelligence au cœur du chaos des combats. La vie en montagne était une rude école. Chaque jour était une leçon de survie. Chaque nuit une épreuve de résilience. La faim était une compagne constante et l'eau douce un luxe. Les maladies tropicales faisaient des victimes, et l'absence de médicaments européens faisait de la sagesse herbacée de Tante Rose et de l'instinct d'Élise le seul espoir. Les marrons, profondément attachés à la terre, apprirent à Élise à lire les signes de la forêt, à trouver de la nourriture là où il semblait n'y en avoir aucune, à se déplacer sans laisser de traces. En retour, elle leur offrait une nouvelle perspective sur leurs ennemis, un avantage stratégique qui complétait leur courage et leur connaissance du terrain. Alexandre, à son tour, approfondit son lien avec les Loa. Lors de rituels secrets, sous le manteau de la forêt, il devint leur canal, les paroles de Tante Rose prenant vie dans sa voix. Sa présence inspirait, apaisait et unissait la communauté. Il ne parlait pas de guerre et de tactique, mais de justice, d'équilibre et de volonté des esprits. Sa dualité qui l'avait tant tourmenté était désormais une manifestation de la totalité du pouvoir divin, preuve que la différence était, en réalité, une force. Il interprétait les rêves des guerriers, bénissait leurs armes et prodiguait des conseils qui semblaient venir d'un lieu bien plus ancien et plus sage que chacun d'eux. Pendant ce temps, dans les villes côtières et sur les plantations encore intactes, la peur des Français grandissait. Les rapports sur la plantation Leclerc étaient minimisés, attribués à la sauvagerie et à la superstition. Mais la panique était palpable. La couronne française, déjà accablée par les problèmes intérieurs, commença à envoyer davantage de troupes et à imposer des mesures encore plus brutales. La chasse aux marrons s'intensifia, avec l'importation de chiens renifleurs d'Espagne et de généreuses primes sur la tête des rebelles. L'illusion de contrôle des colons s'effondrait à chaque murmure de révolte, chaque plantation incendiée, chaque esclave disparaissant dans la nuit. Mais la répression ne fit que renforcer la détermination des marrons. À chaque mort, à chaque torture, la flamme de la vengeance s'intensifiait.
L'alliance entre Élise et Alexandre, le Parisien et l'Oracle, devint le cœur battant de cette résistance. Ils étaient la fusion de deux mondes, de deux vérités, unis par un objectif commun, la liberté. L'histoire de la plantation Leclerc n'était pas un incident isolé, mais la première secousse d'un tremblement de terre à venir. Les Français tentèrent d'éteindre l'incendie, mais il se propageait déjà à la racine, sous la surface, alimenté par la vérité que Versailles tentait de brûler. La révolution couvait, et Saint-Domingue ne serait plus jamais la même. L'étape suivante serait l'organisation de masse, l'union de toutes les cellules de résistance en une seule et puissante armée de libération. Le mouvement de résistance, auparavant fragmenté en petites cellules de fugitifs, commença à se consolider, porté par la légende de l'oracle et la ruse du guérisseur. Des messagers risquèrent leur vie pour apporter nouvelles et espoir aux autres communautés marronnes, propageant le récit des événements de la plantation Leclerc, une histoire qui devint un hymne à la rébellion. Le nom d'Alexandre était murmuré avec révérence, et celui d'Élise avec un respect croissant. Ils n'étaient pas seulement des chefs, ils étaient les symboles vivants de la promesse d'un avenir libre. Mais le prix de la liberté était élevé, et les Français, avec leurs flottes et leurs armées, n'abandonneraient pas facilement leur joyau le plus précieux des Caraïbes. La guerre ne faisait que commencer. La nouvelle de la chute de la plantation Leclerc et de la disparition de son maître tyrannique résonna à Saint-Domingue tel un tonnerre lointain, annonciateur d'une tempête. Pour les colons français, ce fut un acte de barbarie, une atteinte directe à l'ordre et à la propriété. Pour les marrons et les esclaves des plantations voisines, ce fut une lueur d'espoir, la confirmation que les esprits étaient bel et bien en colère et que la libération était possible. La figure d'Alexandre, l'esclave qui refusa d'être vendu et qui fut le pilier de la révolte, prit des proportions mythiques. Il n'était plus seulement l'hermaphrodite, mais l'oracle de la liberté, un messager divin qui canalisait la fureur ancestrale de Maoulisa. Élise, quant à elle, trouva dans ses salons parisiens une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Sa connaissance de la langue et des coutumes françaises, autrefois un fardeau hérité de sa vie antérieure, devint un atout précieux. Elle intercepta et déchiffra les messages des patrouilleurs, comprit les tactiques militaires des colons et utilisa sa perspicacité pour planifier des embuscades et des voies de fuite. Soies et parfums furent échangés contre des vêtements rustiques, mais son esprit resta vif, s'adaptant avec une rapidité surprenante à la réalité brutale de la guérilla. Elle n'était pas seulement une guérisseuse, c'était une stratège, une voix de la raison et de l'intelligence au cœur du chaos des combats. La vie en montagne était une rude école. Chaque jour était une leçon de survie, chaque nuit une épreuve de résilience. La faim était une compagne constante et l'eau douce un luxe. Les maladies tropicales faisaient des victimes, et l'absence de médicaments européens faisait de la sagesse herbacée de Tante Rose et de l'instinct d'Élise le seul espoir. Les marrons, profondément attachés à la terre, apprirent à Élise à lire les signes de la forêt, à trouver de la nourriture là où il semblait n'y en avoir aucune, à se déplacer sans laisser de traces. En retour, elle leur offrait une nouvelle perspective sur leurs ennemis, un avantage stratégique qui complétait leur courage et leur connaissance du terrain. Alexandre, à son tour, approfondit son lien avec les Loas. Lors de rituels secrets, sous le manteau de la forêt, il devint leur canal, les paroles de Tante Rose prenant vie dans sa voix. Sa présence inspirait, apaisait et unissait la communauté. Il ne parlait pas de guerre et de tactique, mais de justice, d'équilibre et de volonté des esprits. Sa dualité, qui l'avait tant tourmenté, était désormais une manifestation de la totalité du pouvoir divin. Preuve que la différence était, en réalité, une force. Il interprétait les rêves des guerriers, bénissait leurs armes et prodiguait des conseils qui semblaient venir d'un lieu bien plus ancien et plus sage que chacun d'eux. Pendant ce temps, dans les villes côtières et sur les plantations encore intactes, la peur des Français grandissait. Les rapports sur la plantation Leclerc étaient minimisés, attribués à la sauvagerie et à la superstition. Mais la panique était palpable. La couronne française, déjà accablée par les problèmes intérieurs, commença à envoyer davantage de troupes et à imposer des mesures encore plus brutales. La chasse aux marrons s'intensifia. Avec l'importation de chiens renifleurs d'Espagne,
et de généreuses primes sur la tête des rebelles. L'illusion de contrôle des colons s'effondrait à chaque murmure de révolte, chaque plantation incendiée, chaque esclave disparaissant dans la nuit. Mais la répression ne fit que renforcer la détermination des marrons. À chaque mort, à chaque torture, la flamme de la vengeance s'intensifiait. L'alliance entre Élise et Alexandre, le Parisien et l'Oracle, devint le cœur battant de cette résistance. Ils étaient la fusion de deux mondes, de deux vérités, unis par un objectif commun, la liberté. L'histoire de la plantation Leclerc n'était pas un incident isolé, mais la première secousse d'un tremblement de terre à venir. Les Français tentèrent d'éteindre l'incendie, mais il se propageait déjà à la racine, sous la surface, alimenté par la vérité que Versailles tentait de brûler. La révolution couvait, et Saint-Domingue ne serait plus jamais la même. L'étape suivante serait l'organisation de masse, l'union de toutes les cellules de résistance en une seule et puissante armée de libération. La communication entre les groupes, auparavant sporadique et dangereuse, se structura grâce à un système de signaux et de messagers qui se déplaçaient à travers la forêt avec l'agilité de fantômes. À chaque rencontre secrète, dans des clairières cachées ou à l'abri des grottes, la vision d'un Saint-Domingue libre prenait des contours plus clairs et plus tangibles. La graine de la Révolution, plantée dans le sang et la souffrance, commençait à germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. La graine de la Révolution, semée dans le sang et la souffrance, commença à germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. Au cœur des montagnes escarpées et des vallées reculées de Saint-Domingue, des chefs marrons de différentes régions, hommes et femmes au courage forgé dans la douleur et la résistance, commencèrent à se rassembler. Ils n'étaient plus de simples bandes de fugitifs luttant pour leur survie, mais un réseau grandissant, uni par un objectif commun. L'histoire d'Alexandre et d'Élise, la chute de la plantation Leclerc, servit de phare, d'exemple tangible que le pouvoir colonial pouvait être défié et surtout vaincu. La communication entre les groupes, auparavant sporadique et dangereuse, devint plus structurée, avec un système de signaux et de messagers qui se déplaçaient dans la forêt avec l'agilité de fantômes. Des souches d'arbres creuses, des cris d'oiseaux parfaitement imités, des symboles gravés sur des pierres, tout cela servait à transmettre des messages cruciaux sur les mouvements des troupes françaises, leur ravitaillement et la coordination de leurs plans d'attaque. À chaque rencontre secrète, dans des clairières cachées ou à l'abri des grottes, la vision d'un Saint-Domingue libre prenait des contours plus clairs et plus tangibles. Alexandre, avec son aura mystique et la sagesse du Loa, et Élise, avec son esprit stratégique et sa connaissance de l'ennemi, formaient le noyau intellectuel de ce nouveau leadership. Élise, une brindille à la main, indiquait les voies d'évasion et les points vulnérables des forteresses françaises, expliquant les tactiques de guérilla qu'elle avait glanées dans les ouvrages de stratégie militaire lus dans la bibliothèque d'Henri. Elle parlait avec une clarté et une autorité qui surprirent les marrons, habitués à voir les femmes blanches comme des symboles de fragilité et de privilège. Mais Élise n'était plus cette femme-là. Ses mains calleuses et son regard déterminé témoignaient de sa transformation. Élise. Ils s'attendent à ce qu'on attaque de front, qu'on charge leurs canons comme des fous. Mais la forêt est notre allié. Le marais est notre arme. Personne ne connaît ce territoire comme nous. Alexandre, pour sa part, offrit une perspective différente, mais tout aussi essentielle. Il parla du moral des guerriers, de l'importance de garder foi dans les esprits et d'agir en harmonie avec la volonté de Maoulisa. Il interpréta les rêves des anciens, apaisa leurs craintes et insuffla du courage par ses paroles, qui semblaient porteuses de siècles de sagesse ancestrale. Alexandre, la colère des Loa se manifeste dans notre force, mais la force sans sagesse est comme un fleuve sans rive, qui se perd. Il nous faut être rusés comme le serpent et patients comme la montagne. L'union de ces deux esprits, l'européen et l'africain, le stratégique et le spirituel, créa une puissante synergie. Les marrons, qui avaient auparavant combattu isolément, se sentaient désormais partie prenante d'une force plus grande, une force unie qui grandissait de jour en jour. La graine de la Révolution, plantée dans le sang et la souffrance, commença à germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher.
Alors que la résistance s'intensifiait dans les montagnes, la réponse française se fit plus brutale et désespérée. Le gouverneur colonial, alarmé par l'audace croissante des Marrons et les rumeurs d'une révolte généralisée, envoya des troupes supplémentaires patrouiller dans les forêts. Les chiens de chasse, dressés à la traque des humains, devinrent une menace constante. Les villages marrons furent attaqués et incendiés, et tout esclave soupçonné d'aider les fugitifs fut puni avec une cruauté exemplaire. Les têtes des rebelles capturés furent exposées sur des pieux à l'entrée des plantations, un sombre avertissement pour quiconque osait défier l'autorité française. La vie en montagne était une rude école. Chaque jour était une leçon de survie, chaque nuit une épreuve de résilience. La faim était un compagnon constant et l'eau douce un luxe. Les maladies tropicales faisaient des victimes, et le manque de médicaments européens faisait de la sagesse herbacée de Tante Rose et de l'instinct d'Élise leur seul espoir. Mais à chaque adversité, la détermination des Marrons semblait se consolider. Ils ne se battaient pas seulement pour leur survie, ils se battaient pour une idée, pour un avenir où leurs enfants pourraient naître libres. La figure d'Alexandre, l'oracle de la liberté, devint un symbole d'espoir et de résistance. Son histoire fut racontée et relatée, adaptée et enrichie à chaque nouvelle bouche, le transformant en légende vivante. Les plantations voisines, inspirées par l'audace des Marrons, commencèrent à organiser leur propre groupe de résistance, à l'écoute des murmures venus des montagnes. La peur des Français grandit, mais la détermination rebelle se renforça encore, nourrie par l'injustice et la promesse d'un jour nouveau. La présence du Loa se faisait sentir plus fortement que jamais. Les tambours vaudous, autrefois étouffés par la peur, battaient désormais avec une fréquence et une intensité qui résonnaient dans toute l'île, une pulsation de liberté incontournable. La guerre approchait, et Saint-Domingue, le joyau le plus précieux de la couronne française, allait devenir son plus grand cauchemar. L'alliance entre la Parisienne et l'Oracle était la preuve vivante que l'oppression, aussi brutale fût-elle, contenait les germes de sa propre destruction. La communication entre les groupes, auparavant sporadique et dangereuse, se structura grâce à un système de signaux et de messagers qui se déplaçaient à travers la forêt avec l'agilité de fantômes. À chaque rencontre secrète, dans des clairières cachées ou à l'abri de grottes, la vision d'un Saint-Domingue libre prenait des contours plus clairs et plus tangibles. La graine de la Révolution, plantée dans le sang et la souffrance, commença à germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. La graine de la Révolution, semée dans le sang et la souffrance, continuait de germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. Au cœur des montagnes escarpées et des vallées reculées de Saint-Domingue, des chefs marrons de différentes régions, hommes et femmes au courage forgé dans la douleur et la résistance, commencèrent à se rassembler de plus en plus fréquemment. Ils n'étaient plus de simples bandes de fugitifs luttant pour leur survie, mais un réseau grandissant, uni par un objectif commun. L'histoire d'Alexandre et d'Élise, la chute de la plantation Leclerc, servit de phare, d'exemple tangible que le pouvoir colonial pouvait être défié et, surtout, vaincu. La communication entre les groupes, autrefois sporadique et dangereuse, devint un système élaboré de signaux et de messagers qui se déplaçaient à travers la forêt avec l'agilité de fantômes. Des souches d'arbres creuses, des cris d'oiseaux parfaitement imités, des symboles gravés dans la pierre, tout cela servait à transmettre des messages cruciaux sur les mouvements des troupes françaises, leur ravitaillement et la coordination de leurs plans d'attaque. À chaque rencontre secrète dans des clairières cachées ou à l'abri des grottes, la vision d'un Saint-Domingue libre prenait des contours plus clairs et plus tangibles. Élise, une brindille à la main, indiquait les voies d'évasion et les points vulnérables des forteresses françaises, expliquant les tactiques de guérilla glanées dans les ouvrages de stratégie militaire de la bibliothèque d'Henri. Elle parlait avec une clarté et une autorité qui surprirent les Marrons, habitués à voir les femmes blanches comme des symboles de fragilité et de privilège. Mais Élise n'était plus cette femme. Ses mains calleuses et son regard déterminé témoignaient de sa transformation. Elle avait embrassé la forêt, la sueur et la poussière, et son esprit, autrefois voué aux danses et à la mode, calculait désormais les risques et les opportunités sur un champ de bataille improvisé. Élise, ils s'attendent à ce que nous attaquions de front,
que nous nous précipitions sur leurs canons comme des fous. Mais la forêt est notre allié, le marais est notre arme. Personne ne connaît cette terre aussi bien que nous. Nous devons utiliser l'obscurité, la surprise et frapper là où ils sont le plus faibles. Alexandre, pour sa part, offrait une perspective différente, mais tout aussi essentielle. Il évoquait le moral des guerriers, l'importance de garder foi dans les esprits et d'agir en harmonie avec la volonté de Maoulisa. Il interprétait les rêves des anciens, apaisait leurs craintes et insufflait du courage par ses paroles, qui semblaient porteuses de siècles de sagesse ancestrale. Sa présence était un lien avec le sacré, rappelant à tous que leur combat ne visait pas seulement la terre et la liberté, mais aussi le rétablissement de la dignité et de l'ordre divin. Alexander, la colère des Loas se manifeste dans notre force, mais la force sans sagesse est comme un fleuve sans rive, qui se perd. Nous devons être rusés comme le serpent et patients comme la montagne. Les esprits nous guident, mais nos mains doivent être fermes et nos cœurs purs. L'union de ces deux esprits, l'européen et l'africain, le stratégique et le spirituel, créa une puissante synergie. Les Marrons, qui avaient auparavant combattu isolément, se sentaient désormais partie prenante d'une force plus grande, une force unifiée qui grandissait de jour en jour. La graine de la révolution, plantée dans le sang et la souffrance, commença à germer avec une vitalité incontrôlable, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. Alors que la résistance s'intensifiait dans les montagnes, la réponse française se fit plus brutale et désespérée. Le gouverneur colonial, alarmé par l'audace croissante des Marrons et les rumeurs d'une révolte généralisée, envoya des troupes supplémentaires patrouiller dans les forêts. Les chiens de chasse, importés d'Espagne et dressés à la chasse aux humains, devinrent une menace constante. Les villages marrons furent attaqués et incendiés, et tout esclave soupçonné d'aider les fugitifs fut puni avec une cruauté exemplaire. Les têtes des rebelles capturés furent exposées sur des pieux à l'entrée des plantations, un sombre avertissement pour quiconque osait défier l'autorité française. La guerre psychologique fut aussi intense que la guerre physique. La vie en montagne était une rude école. Chaque jour était une leçon de survie, chaque nuit une épreuve de résilience. La faim était une compagne constante, et l'eau douce un luxe. Les maladies tropicales faisirent des victimes, et le manque de médicaments européens faisait de la sagesse médicinale de Tante Rose et de l'instinct d'Élise le seul espoir. Mais à chaque adversité, la détermination des Marrons semblait se consolider. Ils ne se battaient pas seulement pour leur survie, ils se battaient pour une idée, pour un avenir où leurs enfants pourraient naître libres. Les pertes étaient douloureuses, mais chaque goutte de sang versée ne faisait qu'alimenter davantage la révolution. La figure d'Alexandre, l'oracle de la liberté, devint un symbole d'espoir et de résistance transcendant les montagnes. Son histoire fut racontée et relatée, adaptée et enrichie à chaque nouvelle bouche, le transformant en légende vivante qui inspira des actes de rébellion dans les plantations lointaines. Les fermes voisines, inspirées par l'audace des Marrons, commencèrent à organiser leurs propres cellules de résistance, à l'écoute des murmures venus des montagnes. La peur des Français grandit, palpable dans les villages et dans les manoirs, mais la détermination rebelle se renforça encore, nourrie par l'injustice et la promesse d'un jour nouveau. La présence du Loa se faisait sentir plus fortement que jamais. Les tambours vaudous, autrefois étouffés par la peur, battaient désormais avec une fréquence et une intensité qui résonnaient dans toute l'île, une pulsation de liberté incontournable. La guerre approchait, et Saint-Domingue, le joyau le plus précieux de la couronne française, allait devenir son plus grand cauchemar. L'alliance entre la Parisienne et l'Oracle était la preuve vivante que l'oppression, aussi brutale fût-elle, contenait les germes de sa propre destruction. La communication entre les groupes, auparavant sporadique et dangereuse, se structura grâce à un système de signaux et de messagers qui se déplaçaient à travers la forêt avec l'agilité de fantômes. À chaque rencontre secrète dans des clairières cachées ou à l'abri de grottes, la vision d'un Saint-Domingue libre prenait des contours plus clairs et plus tangibles. La graine de la Révolution, plantée dans le sang et la souffrance, commença à germer, promettant une moisson de liberté que les colons ne pourraient jamais empêcher. L'étape suivante serait la coordination d'un soulèvement de masse.
Un coup d'État simultané qui ébranlerait une fois pour toutes les fondements du régime français. L'étape suivante serait la coordination d'un soulèvement de masse. Un coup d'État simultané qui ébranlerait une fois pour toutes les fondements du régime français. L'Assemblée des chefs marrons dans la grotte, devenue centre névralgique de la résistance, devint le théâtre d'intenses discussions. Élise, avec son esprit analytique, déplia des cartes improvisées au sol marquant les points stratégiques, les sucreries les plus vulnérables, les dépôts d'armes des villes côtières, les itinéraires de patrouille les plus fréquentés. Elle expliqua comment la révolte devait être orchestrée pour frapper plusieurs cibles simultanément, créant un chaos que les Français, déjà débordés, seraient incapables de contenir. Sa voix, autrefois douce et habituée à l'étiquette parisienne, portait désormais la fermeté d'une stratège militaire, chaque mot étant un ordre, chaque geste une instruction. Élise, il faut frapper au cœur de leur production, là où le sucre se transforme en or pour la France. Incendier les champs de canne à sucre, détruire les moulins, couper leurs approvisionnements. Et surtout, libérer nos frères et sœurs des plantations, pour qu'ils rejoignent notre cause. Ils sont la flamme endormie, attendant le vent favorable pour se propager. Alexandre, à ses côtés, imprégné de l'autorité des Loas, s'adressait directement au cœur des guerriers. Il ne discutait pas de tactique, mais de l'esprit du combat. Il accomplissait des rituels pour bénir les armes rudimentaires, machettes acérées, lances improvisées, quelques pistolets de contrebande, et pour invoquer la protection des ancêtres. Sa présence rappelait constamment que le combat était sacré, une bataille pour plus que la simple liberté physique, mais pour l'âme d'un peuple. Il exhortait à la patience, mais aussi à l'urgence, car les esprits étaient agités. Alexander, les tambours résonnent déjà dans nos cœurs à tous. Le feu de la liberté brûle. Mais un grand feu a besoin de beaucoup d'allume-feu. Nos frères et sœurs des plantations doivent savoir quand il faut. Ils sont nos yeux et nos oreilles. L'union de leurs cris avec les nôtres sera le tonnerre qui brisera les chaînes. La coordination était une tâche herculéenne. Les messagers risquaient leur vie chaque jour, traversant forêts denses et marais périlleux, esquivant patrouilles françaises et chiens renifleurs. Ils portaient non seulement des plans, mais aussi de l'espoir, l'histoire d'Alexandre et d'Élise, la promesse d'un avenir. Sur les plantations, des chefs secrets organisaient la résistance interne, stockant des outils pouvant servir d'armes, cartographiant les manoirs, identifiant les gardes les plus brutaux et les points faibles des défenses. La répression française, loin d'étouffer la révolte, ne fit que l'attiser. Chaque coup de fouet, chaque torture, chaque vie ôtée attisait la fureur qui couvait sous la surface de l'île. Le gouverneur colonial, conscient de l'agitation grandissante, intensifia les exécutions publiques, espérant que la terreur étoufferait toute étincelle de rébellion. Mais l'effet fut inverse. Les images de corps pendus sur les places publiques n'inspiraient pas la peur, mais une soif de justice encore plus grande. La mort était devenue si intrinsèque à la vie dans la colonie que la liberté, même au prix de la vie, semblait un destin plus digne. Le réseau d'information des Marrons était étonnamment efficace. Grâce aux esclaves travaillant dans les cuisines et les écuries des manoirs, Élise et Alexandre recevaient des rapports détaillés sur les mouvements de troupes, l'arrivée de renforts, et même les conversations des officiers français. À chaque nouvelle information, les plans étaient ajustés, les stratégies affinées. Ils savaient qu'une seule erreur pouvait signifier l'anéantissement, mais leur détermination était inébranlable. L'atmosphère de Saint-Domingue était lourde d'impatience. Les tambours vaudous, désormais joués ouvertement dans certains camps marrons, constituaient un défi direct à l'autorité française, un appel ancestral qui résonnait à travers montagnes et vallées. Les nuits étaient emplies de chants de liberté et de prières aux Loas, implorant force et protection pour l'avenir. Tante Rose, de son regard sage, observait tout, tressant herbes et prières, préparant la communauté à la tempête imminente. Elle savait que l'heure de vérité, la grande révélation que Versailles avait tenté de brûler, n'était qu'à un souffle. L'île entière était une cocotte minute, et le couvercle était sur le point d'exploser. La date soigneusement choisie du soulèvement approchait. Chacun des chefs, chaque guerrier, chaque esclave des plantations sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules, la promesse d'une aube nouvelle ou d'une obscurité éternelle. Le sort de Saint-Domingue, et peut-être celui de toute la Caraïbe,
se jouerait dans les jours et les nuits de feu et de sang à venir. La date soigneusement choisie du soulèvement approchait, et avec elle, un étrange silence s'abattait sur Saint-Domingue. Ce n'était pas la paix, mais le silence pesant qui précède la tempête, un silence empli du bruit étouffé des cœurs battants et du souffle refoulé de milliers de personnes. Chacun des chefs, chaque guerrier, chaque esclave des plantations sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules, la promesse d'une aube nouvelle ou d'une obscurité éternelle. Le sort de Saint-Domingue, et peut-être celui de toute la Caraïbe, allait se jouer dans les jours et les nuits de feu et de sang à venir. Dans les montagnes, le campement des Marrons était plongé dans une frénésie contrôlée. Les torches brûlaient plus bas, et les voix se réduisaient à des murmures. Élise ne dormait pas, les yeux rivés sur les cartes, désormais presque arrachée à force de manipulation. Elle passait en revue chaque détail avec les messagers qui arrivaient et partaient, répétant les itinéraires, les points de rendez-vous, les mots de passe secrets qui assureraient une coordination parfaite. Son esprit, labyrinthe de stratégie, travaillait sans relâche, consciente que la vie de beaucoup dépendait de sa précision. Elle ressentait le frisson de la peur, mais la détermination était plus forte. Élise, la voix enrouée par la fatigue, désignant un point sur la carte. Souvenez-vous, le signal pour la plantation du bois et le cri de l'oiseau de nuit, 3 fois, suivi du hurlement du vent. S'il n'y a pas de réponse, ne continuez pas. La prudence est notre armure. Alexandre, quant à lui, passait ses nuits à pratiquer des rituels solitaires, invoquant les loas, implorant bénédiction et protection pour son peuple. Le parfum des herbes brûlantes et le murmure de ses prières emplissaient l'air, apportant courage et détermination à ceux qui observaient de loin. Il parlait aux anciens, interprétant les signes de leurs rêves, apaisant leurs nerfs par la promesse que les esprits les accompagnaient, les guidant à chaque pas. Sa présence était un ancrage spirituel, rappelant à chacun qu'il ne s'agissait pas d'un simple combat physique, mais d'un combat pour l'âme de leur terre. Alexandre, en transe, les yeux fixés sur le feu. Maou Lisa nous regarde. Les ancêtres sont avec nous. Le sang versé ne sera pas vain. La justice viendra, rendue par le feu et la force de ceux qui ont osé rêver de liberté. Tandis que l'espoir grandissait dans les montagnes, dans les plantations, la tension était presque insoutenable. Les esclaves travaillaient sous un soleil brûlant, le visage impassible, mais leurs yeux révélaient une flamme cachée. Ils attendaient, chacun avec son propre couteau bien aiguisé, chacun avec son propre souvenir de douleur et d'oppression qui alimentait leur fureur silencieuse. La répression française, loin d'apaiser, ne fit qu'aiguiser la lame de la rébellion. Les patrouilles se faisaient plus fréquentes, les châtiments plus cruels, mais à chaque coup de fouet, à chaque cri, la date du soulèvement semblait plus urgente, plus nécessaire. Le gouverneur colonial, M. de Rochambeau, reçut des rapports alarmants, mais son arrogance l'empêcha de percevoir la véritable ampleur de la menace. Il ne voyait que de petits foyers de rébellion, des bandes isolées de marrons, et non un réseau organisé déterminé à renverser le système tout entier. Il augmenta les effectifs dans les villes et le long des routes principales, mais sous-estima l'intelligence des rebelles et la vaste étendue de forêts, devenue le sanctuaire et le terrain d'entraînement d'une armée invisible. Rochambeau dans son manoir, frappant sur la table. Ces sauvages n'apprendront-ils jamais? Plus de patrouilles, plus d'exécutions, que leur corps soit pendu pendant des semaines, que la peur soit leur seule loi, mais la peur avait changé. C'était désormais celle des colons qui grandissait, une peur subtile mais persistante que le contrôle leur échappe. Ils entendaient les tambours vaudous la nuit, non plus comme un son lointain de superstition, mais comme un signe avant-coureur de quelque chose de terrible. Les épouses des planteurs se plaignaient de cauchemars, et les hommes eux-mêmes s'accrochaient à leurs bouteilles de rhum avec une intensité fébrile. L'île, autrefois source de richesse et de pouvoir, ressemblait désormais à un piège, un chaudron sur le point de déborder. Tante Rose, de son œil d'aigle, observait les signes. Elle lisait le vent, les nuages, le comportement des animaux. Elle savait que le moment était venu. Dans sa petite hutte, elle préparait plus que des herbes. Elle préparait l'esprit du peuple à la guerre. Ses chants nocturnes étaient désormais plus forts, plus pressants, un appel aux loas pour qu'ils bénissent les lames, les lances et le cœur des guerriers.
La dernière nuit précédant le soulèvement arriva comme une ombre dense. L'air était lourd, chargé d'électricité. Dans les plantations, les esclaves vaquaient à leurs occupations habituelles, mais chaque mouvement était calculé, chaque regard un code. Dans les montagnes, Élise et Alexandre se préparaient à se séparer, chacun menant un front différent, leurs mains se joignant un bref instant, un pacte silencieux de courage et de destin. Les tambours commencèrent à battre, d'abord bas et espacés, puis plus fort et plus rythmé. Une pulsation qui parcourut l'île, un cœur collectif battant à l'unisson. C'était l'appel. La vérité, brûlée des archives de Versailles, allait être réécrite à feu et à sang, et Saint-Domingue ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, l'île explosa. L'appel des tambours vaudous, autrefois murmure de rébellion, se transforma en un tonnerre assourdissant qui ébranla les fondations des plantations. Les esclaves, dans un mouvement orchestré avec une précision chirurgicale par Élise et béni par les loas par l'intermédiaire d'Alexandre, se levèrent en masse. Les machettes qui avaient autrefois coupé la canne à sucre coupaient désormais les chaînes. Des torches, préparées par Tante Rose et ses disciples, embrasèrent les champs de canne à sucre, transformant le paysage en une mer de flammes dansantes. La douce odeur du sucre brûlé se mêlait à l'âcre odeur de la poudre à canon et à l'odeur féreuse du sang. Le chaos était total, mais un chaos délibéré. Les forteresses françaises, autrefois imposantes, furent attaquées simultanément, leur défense démantelée par surprise et la fureur accumulée par des siècles d'oppression. La valse française, qui berçait autrefois les rêves des colons, fut noyée par les cris de guerre et les chants de liberté. Henri Leclerc, le fier planteur, vit son empire de cruauté s'effondrer autour de lui. Aveuglé par la fureur et le désespoir, il tenta d'affronter Élise et Alexandre, qui guidaient la fuite d'autres esclaves vers les mangroves, sanctuaires des marrons. Henri, haletant. « Vous, traître, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » Il leva son pistolet pour tirer, mais avant qu'il puisse appuyer sur la détente, des mains surgirent de l'obscurité épaisse des mangroves. Les marrons, que Tante Rose avait prévenus et qui attendaient en embuscade, surgirent tels des fantômes. Henri, le maître de tous qui autrefois fouettait avant le petit déjeuner, fut englouti par la révolte qu'il avait lui-même allumée, avec son obsession maladive. Son cri fut noyé par la vague de liberté. La plantation Leclerc fut réduite en cendres, un véritable halo de fumée et de cendres. Dans les archives françaises, il s'agissait d'un accident, l'un des nombreux incidents qui précédèrent la grande révolution haïtienne. Mais la vérité était tout autre. Élise et Alexandre disparurent dans les montagnes, rejoignant les marrons. Là, l'esclave hermaphrodite n'était plus une curiosité, mais un chef, un oracle. Et les épouses oubliées trouva sa raison d'être, échangeant les soies de lion contre des herbes médicinales. Son esprit stratégique désormais au service de la liberté. La vérité de Saint-Domingue, ce n'était pas le secret d'Alexandre. La vérité était que l'oppression, l'obsession et la déshumanisation du Code noir étaient un feu de joie prêt à brûler. Et cette alliance improbable fut l'étincelle qui embrasa non seulement une plantation, mais une nation entière. Ce voyage vous a-t-il amené à vous interroger sur ce qu'est la civilisation ? Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Élise et Alexandre dans les montagnes? Aimez si cette vérité vous a touché. Partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Et commentez, quel autre mystère colonial français devrions-nous exhumer? Abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine histoire.